Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12h45. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir. Mais attention, elle peut également être dangereuse pour la santé. À quoi s'expose-t-on? On en parle dans ce journal. Et puis on parle aussi du maraîchage et de ces nombreux maraîchers qui utilisent les engrais et intrants chimiques pour booster leur production et accroître leur rendement. Une pratique qui n'est pas sans effet sur l'environnement. Et littérature pour finir, de l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs codes métiers dont l'édition, un métier bien particulier qu'un spécialiste nous présente dans un instant. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Vous ne le savez certainement pas, mais étancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée peut vous rafraîchir. Mais cela est déconseillé par les médecins. La consommation d'eau fraîche aurait des effets négatifs sur l'organisme, allant jusqu'à causer des troubles sur la santé. Suivons cet élément pour plus d'éclaircissement. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges, et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé, et là vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent par s'installer. 2 litres d'eau par jour. C'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. Parlons à présent du maraîchage. Pour une meilleure et rapide production, certains maraîchers font recours à l'utilisation des intrants chimiques. Or, on sait que l'utilisation de ces produits n'est pas sans conséquence sur l'environnement et bien plus sur la santé. Précision dans cet élément. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures, conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines,
Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez un esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de remanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si sont mitoyens n'utilisent pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de remanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Littérature à présent, on parle de cet interlocuteur de l'écrivain, le plus proche d'ailleurs, c'est l'éditeur. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur du livre. Sa fonction première est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Un travail qui nécessite un savoir-faire bien particulier. Explication ici avec Anissé Menyigbetor. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ces idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Hors de nos frontières à présent, sur les rives de l'est du Rwanda, des villages entiers ont délaissé les plantations de café, de patates douces et de canne à sucre pour cultiver des huiles essentielles. De nouvelles plantations dans lesquelles les habitants trouvent le moyen de sortir de la misère. Reportage de nos confrères de France 24. Sur les collines de l'est du Rwanda, on cultive du café, de la canne à sucre et ici des bananes. Mais depuis quelques années, de nouvelles plantes ont fait leur apparition. Voilà
du patchouli. C'est Isaac, ingénieur agronome, qui est en charge de cette plantation. Bonjour, ça va? Comment se passe la récolte? Le patchouli a été importé d'Indonésie car il contient des arômes puissants, parfait pour fabriquer une excellente huile essentielle. Ce qui est très important ici, c'est le feuille. Dans le feuille, il y a de l'huile. C'est l'huile qui est dans le feuille que nous préférons. Résultat, dans cette vallée très pauvre, 210 personnes travaillent désormais à cultiver ces plantes nouvelles, ici du géranium, importé d'Afrique du Sud. Ces habitants ont reçu une formation spécifique et ils ont donc été embauchés. Ils gagnent désormais 30 € par mois. Une somme inespérée ici, un petit miracle. Nous plantions ici des patates douces et des tubercules, mais on n'arrivait pas à les vendre, nous n'avions aucun revenu. Et puis quand le géranium est arrivé, nous avons enfin gagné un salaire pour payer l'école des enfants, les habits, même construire une maison. Nous pouvons aussi mettre de l'argent de côté pour la retraite. À travers tout le pays, le marché des huiles essentielles s'est développé de manière exponentielle. Ici, ce sont des feuilles d'eucalyptus que ces femmes portent sur leur tête. Ces feuilles seront transformées en huile. Elles viennent les revendre au kilo. Ça pèse 29 kilos. Et la qualité est bonne? Ah oui, la qualité c'est très bien. Les villageois sont payés à la fin de la journée en liquide. 90% d'entre eux n'avaient jamais perçu un salaire. Certains d'entre eux gagnent jusqu'à 7 € par jour. C'est beaucoup d'argent ici, vous savez. Les feuilles récoltées sont ensuite versées dans d'immenses alambics, chauffés au feu de bois. Il faut plusieurs centaines de kilos de végétaux pour obtenir un seul litre d'huile essentielle. Après plusieurs heures, voici le précieux liquide, ici de l'huile d'eucalyptus. Nicolas Itimana est le pionnier des huiles essentielles au Rwanda, fier et heureux d'avoir pu développer cette filière. Tout le temps quand je vois des huiles essentielles, que ce soit de la tagette, que ce soit de l'eucalyptus, du géranium, du patchouli, je me dis que ce sont des richesses que nous avons dans notre pays, qu'il y a encore à exploiter. Et ça me donne toujours de l'encouragement. Et voilà le résultat. Une demi-douzaine d'huiles essentielles différentes qui vont partir aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud ou en Grande-Bretagne, entre autres. En Occident, la demande explose pour ces produits bien-être utilisés dans l'alimentation, les cosmétiques. Nicolas Itimana rêve maintenant d'exporter ces huiles rwandaises vers Paris. La France, on sait que c'est le cœur de la parfumerie et c'est l'objectif de même pénétrer le marché français. L'année dernière, le chiffre d'affaires des huiles essentielles au Rwanda a dépassé le $1 million. Il a doublé en 4 ans. C'est l'Afrique qui gagne et qui exporte ses produits dans le monde entier. C'est l'Afrique qui gagne et c'est là-dessus que ce journal prend fin ici. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.